Bonjour Alain Lallemand. Bonjour. Merci d'être dans notre jardin, le jardin de Saint-Pierre. Merci aussi de prendre le temps de raconter, de nous présenter les deux romans qui viennent de sortir d'ailleurs à Paris, enfin dans les grandes collections, on va en parler. Par ces temps qui courent, sortir deux romans, pratiquement en même temps, comment est-ce possible? Mais il y a une sorte d'évidence, c'est-à-dire à partir du moment où vous trouvez une équipe qui vous séduit, sur laquelle vous pouvez être d'accord sur la manière de publier et sur ce que écrire veut dire, sur ce que publier veut dire en termes de relations, quand vous sentez que le courant est là, eh bien forcément vous débordez d'idées. Et puis les choses se cristallisent. Un livre, deux livres. J'avais une envie depuis plusieurs années de me lancer dans un thriller à suite, et j'avais par ailleurs l'envie de parler de l'investigation. Ce sont deux univers absolument luxuriants, un en Afrique, un en Colombie, et je pense qu'il y a une sorte de contact qui s'est fait, qui a été positif. Et donc oui, Jean-Claude Lattès et le livre de poche. On va en reparler, mais ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est quand même l'écriture journalistique qui devient romanesque. Il y a quand même une bonne quinzaine d'années. Comment est-ce que le mécanisme s'est lancé pour quitter, ou en tout cas pour accompagner l'écriture et que l'écriture journalistique devienne romanesque? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Je suis devenu correspondant de guerre et il m'a fallu 2-3 ans pour me rendre compte que ce n'était plus possible de faire passer la réalité d'une guerre dans un quotidien. Vous ne pouvez plus je ne parvenais plus à synthétiser ma journée de guerre en Irak ou en Afghanistan en 5000 caractères, à faire passer ce drame, ce conflit, ces cas extrêmement particuliers. Si vous voulez faire passer le spectateur de l'autre côté de l'écran de télévision, si vous voulez le faire rentrer dans la vie des gens, vous avez besoin non pas de 5000 caractères, non pas de 30 000, qui est la longueur d'un chapitre, vous avez besoin de 500 000 caractères, qui est un roman. Par ailleurs, le roman vous permet également de tout synthétiser et de revenir non pas au niveau des faits, qui est le niveau que les journalistes apprécient, mais au niveau des interprétations humaines, des expériences de vie, les personnages. Qu'est-ce qui nous retient dans un roman? Ce sont les personnages. Et ces personnages font comprendre le réel. Il y a dans le roman quelque chose qui va beaucoup plus loin que le réel, que le simple exposé des faits. Et c'est cette évidence-là que le journaliste a découvert à un certain moment dans sa vie. Voilà. Donc, on ne parle pas d'une frustration, on parle d'une communication qui nécessite d'être plus large. Alors donc, et dans La jungle, Dieu dansait, on va parler du livre de poche, il y a justement deux personnages très forts qui sont propulsé, dirais-je, dans un pays que le monde visite, mais que vous avez une plume tellement forte qu'on a envie d'y être. On y est, on visite. Bon, je vais admettre, j'ai triché. J'y étais. Donc la jungle, je peux raconter. La jungle avec la guérilla, je peux raconter. J'y étais. Et pour moi, la difficulté dans ce cas romanesque-là, ça a été de laisser reposer les choses. Moi, j'ai visité les FARC dans la jungle colombienne. J'ai vu les combats dans les années 90, fin des années 90. Et il m'a fallu une bonne dizaine d'années où vous laissez composter les choses, où vous prenez toute la distance par rapport au réel, où vous parvenez à trouver, vous réveillez la nuit, vous vous dites « Ah, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai vécu ». Vous trouvez la signification, le sens de ce qui vous est arrivé. Et une fois que vous avez ça dans vos mains, vous avez ce matériau-là, alors vous pouvez commencer à organiser une fiction, des personnages, essayer de faire sentir. Je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas écrit ce livre d'un souffle. Et dans la jungle, Dieu dansait, pour moi, c'est le livre le plus autobiographique qui soit. Je ne suis pas, évidemment, un activiste anarchiste qui pose des bombes incendiaires à Bruxelles. Par contre, ce que traverse ce personnage, la quête de soi-même à travers la jungle et à travers une certaine violence, c'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir rencontrer cette jungle et j'avais l'envie de pouvoir restituer tout le romanesque de cette jungle. Voilà. Alors, j'ai du plaisir à vous promener dans la jungle, à vous faire des récoltes de coca, à faire votre kilo de pâte basse cocaïne et puis avoir
purifier la cocaïne. J'ai du bonheur à vous faire fuir à travers des petits avions improbables pour des destinations qui le sont encore plus. Il y a des tas de bouts du monde. On se regarde parfois et on se dit, bah, on habite, oui, province de Liège, Belgique, Europe de l'Ouest, quel trou perdu. Je vous dis, le monde est plein de trous perdus. Formidable comme le nôtre. Et le plaisir est justement là, c'est d'aller à l'autre bout du monde, dans d'autres circonstances, et de se dire, ah oui, tiens, à l'autre bout du monde, ils sont juste comme moi. Nous sommes sur une même humanité, et c'est ça qui est pour moi l'activité romanesque et l'activité journalistique aussi, la plus intéressante. Il n'empêche que le personnage principal est parfois wallon, belge et liégeois. Mais je suis un empilement de tout cela. Je suis liégeois, wallon, belge, et je me suis dit, tiens, mon personnage pourrait l'être. Ce qui est pertinent, c'est que ce personnage, au départ, dans les premières épreuves, je le voyais plutôt breton. Et puis je me suis dit, breton? Mais pourquoi? On va être wallon, et tant qu'à faire, on va être d'origine liégeoise. Et donc il y avait ce bonheur de pouvoir, au très loin, donner des échos de ce que nous vivons ici au très proche. Alors j'en profite. Nous sommes à l'ombre d'un clocher d'église. Eh bien, moi, j'ai imaginé que, au fin fond de la jungle, si on avait la nostalgie de quelque chose, ce n'est pas la nostalgie des frites, boulettes ou du pain qu'on va chercher chez son boulanger. Ça peut être la nostalgie d'une cloche qui sonne. Ça peut être la nostalgie d'une colline telle que nous la connaissons quand on est dans un univers de plaine. Ça peut être la nostalgie de nos ruisseaux et nos fleuves quand, à côté de l'Amazonie, on a l'impression d'être face à des ris, des rues, des tout petits cours d'eau. Il y a quelque chose dans notre belgitude que nous ne soupçonnons tellement pas. Elle fait partie de notre quotidien. Et il faut être confronté à l'autre côté du monde pour se rendre compte que la nature, d'abord, elle a toujours raison, elle est omniprésente, mais elle peut être très différente de celle que nous connaissons ici. Et le genre humain peut être très différent aussi, parce qu'il y a à la fois des scènes d'une douceur absolue entre le jeune et sa copine qui disparaît, etc. Et il y a une scène d'une totale violence avec l'espèce de responsable, là, où il y a une scène de combat qui est extraordinaire, parce qu'on a l'impression de se faire taper dessus, comme lecteur. Je pense qu'une des grandes difficultés qui commence avec l'expérience de journalisme et que je parviens à concrétiser avec l'expérience de romancier, c'est expliquer la violence du conflit, la violence d'une guerre. Il faudrait des pages entières lorsque vous êtes pris sous les bombes pour expliquer ce qu'est un bombardement, ce qu'est la violence d'un tir de mitraillette dans une rue où vous vous trouvez. Le voir dans un film, c'est une chose. Voir le tir de mitraillette dans la rue où vous vous trouvez et les balles qui partent dans votre direction, ça prend tout de suite une dimension, un relief sonore, un relief, je dirais presque olfactif, tellement puissant, tellement prégnant qu'il vous faut des pages de fiction pour essayer de restituer cela. Je peux pas le dire autrement. Il y a dans l'expérience du monde quelque chose qui, à mon avis, est une nourriture inextinguible pour les romans. Est-ce qu'on peut dire que, et dans la jungle, Dieu dansait, ça a à la fois un voyage, mais c'est aussi à la fois une sorte de carte postale, mais vivante, très vivante, je pense. Et nous terminerons avec cette scène fabuleuse qui est la traversée de l'Amazone, 750 mètres pour un nageur, ça a l'air peu. Et en même temps, comme lecteur, je vous assure qu'on trempe parce qu'on a envie d'avoir une bouée à ce moment-là. Je vous remercie. Si vous le voyez comme une carte postale, je pense qu'il y a la volonté pour moi. Je pense que la chose la plus méchante qu'un journaliste ait dit à propos de mes livres, c'est que c'était des livres d'aventure. Et moi, ce journaliste m'a fait un plaisir, mais incroyable. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Je ne pense pas qu'on doit faire de la littérature en visant la grande littérature. Je pense qu'on doit faire de la littérature en visant le grand plaisir, l'expérience. Je vous transporte dans une expérience improbable, qu'il est même objectivement impossible que vous puissiez vivre de la même manière, en tout cas que je l'ai vécu. On n'a pas envie. Et je vous propose ainsi de vous translater à cet endroit où j'ai été et où je me suis imaginé être, l'un ou l'autre, et enjoy. Donc, ayez du plaisir. Et dans la jungle, Dieu dansait, le livre de poche, un grand honneur aussi d'être tout de suite dans le livre de poche, c'est quand même le monument français du livre
Poche, c'est le cas de le dire. C'est une grande maison. Ça reste une très grande maison. C'est un honneur pour moi et on doit être fier de pouvoir compter un liégeois parmi, il y en a d'autres, parmi le livre de poche. Et tant qu'on est dans la translation, on est dans la translatesse, puisque deuxième roman alors sorti pour la foire du livre, L'homme qui dépeuplait les collines. On est dans un autre pays, on est aussi dans une... Mais là, on est dans une dimension beaucoup plus journalistique. On est à l'est du Congo et vous avez cet enfant qui est un orpailleur, pirate évidemment, qui est en train de gratter une mine d'or et il trouve une pierre, il regarde cette pierre et il se dit tiens, cette pierre on dirait que c'est un diamant, ce qui est géologiquement quasiment impossible. Avoir une pierre dans l'environnement, avoir un diamant dans l'environnement d'une mine d'or, c'est quasi impossible. Mais il va y croire. Et il croit qu'il a sa chance. Et à partir du moment où il devient subitement riche, il va devenir la cible d'une série d'intérêts qui sont des intérêts locaux, des intérêts de bandes armées, des intérêts du gouverneur, mais aussi du président Kabila, mais aussi de grands financiers, de grands mafieux internationaux, et d'une bande de journalistes, une bande de clampins qui se réunissent plusieurs fois en Europe dans leurs diverses rédactions et qui, eux, prennent le problème par un autre biais. Ils ont eu un leaks, une de ces grandes fuites de documents, et ils retombent sur les magouilles de propriété foncière à l'endroit où se trouve cet enfant. Et évidemment, le parcours des journalistes et le parcours de cet enfant orpailleur vont à un moment entrer en collision, que ce soit au niveau du scandale, au niveau du thriller, que ce soit au niveau de leurs histoires d'amour respectives. Parce que, à nouveau, c'est la structure des personnages, c'est cette découverte, c'est cette volonté d'expérience et d'aventure que j'ai voulu initier, avec un fil rouge qui pour moi était important. Vous l'avez dit, je suis journaliste de profession. Avoir un journaliste comme héros d'un film, d'une bande dessinée ou d'un roman, mais vous n'en parlez plus depuis les années 70, c'est fini, c'est absolument ringard. Et moi, je me suis dit non. Dans les années 2010, on a quand même eu ces incroyables investigations, incroyables révélations pendant 5, 6, 7 années qui ont été basées sur la mise en commun de documents fuités, ce qu'on a appelé généralement les leaks, ou les Panama Papers, les Paradise Papers, et ça mérite bien d'être mis quelque part, d'être mis en éternité dans un roman. C'est ce que je voulais faire. Est-ce que c'est un travail aussi de mémoire sur quelque chose qui est quand même éphémère? C'est-à-dire le travail journalistique. C'est éphémère, mais tout le romanesque est éphémère, puisqu'on est dans des moments. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'est de se dire, tiens, on parle beaucoup de ces grandes enquêtes, mais on ne parle jamais des équipes de journalistes qui sont derrière. Et si on parle de temps en temps des équipes de journalistes, on ne parle pas de leur peine, on ne parle pas de leur coup de cœur, on ne parle pas de leur tension, on ne parle pas de leurs amours qui se nouent, de tout ce qui arrive dans des communautés humaines qui sont en action. Moi, j'ai vécu effectivement professionnellement au milieu de ces grandes fuites de documents. J'ai vécu les procédures de sécurité, j'ai vécu la grande fraternité, l'éblouissement, l'excitation lorsqu'on a une découverte, lorsqu'on a un scoop, la manière dont on prépare cela au niveau international. Et je me suis dit, là, je tiens un sujet beaucoup plus romanesque que moi, en tant que journaliste, je ne voudrais un jour l'admettre. Voilà. Mais il reste dans le romanesque, alors, comme l'autre, une romance entre journalistes qui n'est pas bleuette, qui donne une dimension très humaine des choses. Et ça se passe près de chez nous, ça se passe à Molenbeek. Ça se passe à Molenbeek et c'est une fiction qui a des échos de réalité. C'est ça. Et je me suis dit, tiens, la difficulté est évidemment de créer des fictions. Vous devez éviter de vous trouver trop près du réel parce qu'autrement tout est entaché, tout est englué, tout pèse des tonnes. Ici, la volonté était de se dire, tiens, voilà le Congo tel que je l'aime, voilà Molenbeek tel que je l'aime, voilà la rédaction du Soir aussi, ou la rédaction du Spiegel que je connais bien aussi, tel que je les aime. Et je voulais faire partager aux lecteurs ce bonheur-là, d'être dans un monde qui est un monde qui est resté un monde d'héroïsme, qui est resté un monde qui nous fait rêver. Le roman nous fait rêver par son romanesque, mais la réalité aussi est extrêmement stimulante par son aspect incroyablement héroïque à l'heure actuelle. Vous parliez du Soir, mais il y a une descente extraordinaire. C'est une descente presque des escaliers où on explore, enfin le lecteur, moi, je me suis senti en exploration, alors évidemment dans l'ensemble des pays visités,
mais aussi de cette cave du soir. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'en dessous de la rue Royale, c'est-à-dire au niveau des caves historiques du soir, vous avez encore des dépôts de plaques de verre sur lesquelles vous allez retrouver, par exemple, le premier reportage photo à l'endroit où est tombé le corps d'Albert Ier, à Marche-les-Dames. Et vous avez encore ces 10, 15 plaques où vous avez un petit reporter façon Tintin qui vient avec son appareil et qui vient prendre des clichés sur plaques de verre avec les premiers inspecteurs qui retrouvent le corps et le début de l'enquête. Vous avez dans un tiroir, dont évidemment on ne va pas faire la publicité, vous avez encore tous les laissez-passer des autorités allemandes lorsque le soir était volé et était rempli par des collaborateurs. Il fallait des Ausweis. Eh ben, ces papiers verts, vous les avez encore tous, ils sont là, et donc on connaît très bien, de manière documentée, le nom de tous les collaborateurs de presse au double sens du terme. C'est un monde incroyable. Si vous osez défier la poussière, vous allez retrouver les archives, non pas du Congo colonial, mais du Congo d'avant les colonies, le Congo de l'époque Léopold II. Enfin, c'est absolument incroyable. Moi, jeune journaliste, j'étais épaté de retrouver les archives de l'exploration Belgica. Oser défier la poussière, c'est joli ça, parce que c'est presque votre démarche romanesque en fait. C'est que dans 20 ans, il y aura de la poussière sur ces enquêtes-là, et on aura encore les romans qui raconteront d'une manière, je dirais, vivante tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense que si je peux identifier une faiblesse dans notre fiction de manière générale, c'est le fait que soit on va vers le cliché, on répète des choses que l'on a entendues dans d'autres fictions, et donc c'est assez pauvre, soit on s'isole dans un passé. Je trouve que notre présent mérite l'attention de la fiction. Le présent tel qu'il existe, avec toute sa complexité, mérite notre attention, mérite notre créativité. Parce que c'est avec ce présent qu'on peut imaginer de suite notre futur. Je ne dis pas que le passé est sans intérêt. Je dis simplement, ne laissons pas passer le futur sans le présent, sans le glisser dans nos fictions. C'est important. En tant que journaliste, c'est une porte d'entrée royale, évidemment. Vous voyez le présent tel qu'il se situe maintenant. Ça ne veut pas dire que mon prochain roman, j'aurai envie de parler d'un certain virus et d'un confinement. Je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit. Mais ce qui arrive, par exemple, les drames de Beyrouth ou les drames du Yémen, sont extrêmement intéressants à l'heure actuelle, parce qu'ils nous parlent de nous, parce qu'ils nous parlent peut-être de la manière dont le monde tourne, de la manière dont notre égoïsme est exacerbé. Ce qui se passe très loin nous concerne au plus près, et le comportement de nos proches peut avoir un impact très lointain. Je pense que ça, c'est la clé de l'universalisme que je voulais transmettre dans ces livres. L'homme qui dépeuplait les collines, donc c'est Jean-Claude Lattès, toujours d'actualité, toujours en librairie, toujours on peut l'acheter n'importe où. Absolument, absolument. Et j'espère que ça va continuer. Toujours d'actualité par ailleurs, puisque on y parle de trafic d'enfants et que de nouveaux trafics d'enfants ont été révélés. On y parle des trafics d'or, et ces trafics d'or, malheureusement, sont toujours d'actualité. Et pour conclure, c'est toujours la question bateau. Qu'est-ce qui est sur le feu chez Alain Lallemand pour le moment, en termes romanesques? Eh bien, ce matin, j'étais dans une écurie, dans une presqu'île à l'extrême sud de l'Ukraine, et un cavalier tatar était en train de préparer ses chevaux pour une démonstration d'équitation. Malheureusement, ça va être une belle journée, un peu fraîche. Nous sommes le 21 février 2014, et quelques jours plus tard va se produire un drame qui va secouer le monde. Nous sommes en Crimée, quelques jours avant l'invasion russe. Voilà, et ça pourrait être le prochain roman de Alain Lallemand. Ça sera certainement le prochain roman, et ce sera un même souffle, à l'image de « Et dans la jungle, Dieu dansait ». Il y a une population en Crimée qui m'a séduit, qui est absolument ébouriffante, qui ne répond pas au canevas que l'on pourrait penser, auquel nous sommes habitués, qui est une réflexion sur la Russie, qui est une réflexion sur l'Occident, qui est une réflexion sur le racisme et sur la solidarité, qui, moi, m'a semblé absolument intéressante. Et dans ce beau jardin, il ne pourrait pas avoir un roman d'Alain Lallemand, parce qu'on est dans la jungle, on est près de Dieu quand même. Vous me laissez quelques années pour la documentation.
D'accord. En tout cas, un grand merci pour de nous avoir accompagnés dans ces 2 romans et dans ce magnifique jardin. Et au nom du Centre culturel et de toute l'équipe qui nous a filmés, un grand merci et à bientôt en librairie. Merci à vous.